Bonjour à tous et à toutes. J'espère que si vous êtes avec nous, c'est que le thème vous intéresse. Je vais très rapidement vous présenter nos trois participants. À ma gauche, Camélia. Camélia, tu travailles sur des problématiques d'innovation au sein de GRT Gaz. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous dire quelques mots sur GRT Gaz en termes de business? Oui, bien évidemment. Donc, il s'agit du transporteur principal de gaz en France et un leader en Europe. Bonjour Litsi. Bonjour. Tu es co-founder d'Edu Capital, un fonds dédié à l'investissement dans des startups, essentiellement dans le domaine de l'éducation, c'est bien ça? Tu peux en dire deux mots également? Tout à fait. Donc, j'ai cofondé du Capital il y a 7 ans. On a 2 fonds sous gestion. Et donc, je suis Venture Capital. J'investis dans des sociétés prometteuses qui ont tout en commun d'être dans l'EdTech, donc la technologie pour mettre à l'échelle et transformer l'éducation. Et enfin Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Tu as une double casquette, tu es le CEO de NeoBrain, mais tu es un serial entrepreneur, comme on dit. Je crois que tu as créé ta première entreprise à 14 ans, 16 ans? À 14. À 14 ans. Et tu co-présides aussi le Cercle Humanien, un cercle de DRH. Tout à fait. Tu peux nous dire quelques mots sur NeoBrain? Donc NeoBrain, c'est la première start-up qui utilise l'IA pour aider les entreprises à gérer les compétences et la mobilité interne, donc plutôt dans les grandes organisations. Alors, ce qui nous réunit pendant 30 minutes, c'est ces 3 acronymes qui peuvent peut-être paraître plus ou moins mystérieux pour la salle. Litsi, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ce que sont les ESG? Alors, ESG, 3 lettres, environnement, social, gouvernance. C'est en fait des critères de reporting et de suivi des bonnes pratiques internes qui sont mises en place par les entreprises au sujet de ces 3 domaines. Donc, tout ce qui est extra-financier et tout ce qui est bonnes pratiques internes. Toutes les entreprises, ou la quasi-totalité le font, c'est même une obligation pour les plus grosses. Et nous, en tant qu'investisseurs qui finançons des startups, on leur demande de mettre en place ces reporting extra-financiers parce qu'on considère que le financier n'est pas suffisant pour mesurer la valeur, parce que le BP ne suffit pas et parce qu'il faut aussi mesurer cette création de valeur. Et parce que, en fait, bien prendre en compte ces critères de l'environnement, DRH, de gestion des talents, d'alignement avec la gouvernance, c'est absolument nécessaire pour construire une croissance durable. On y reviendra dans quelques instants. Merci. Paul, peut-être beaucoup plus connu dans le monde des startups licornes, les OKR. Alors les OKR, effectivement, cet acronyme Objectif qui résulte, c'est un concept qui a été à l'époque instauré chez Intel dans les années 70, popularisé chez Google dans les années 2000, dont l'objectif principal est d'aligner les objectifs de l'entreprise, ambitieux, qui est une des caractéristiques des OKR, et de les traduire dans la pratique avec des key results, des résultats observables et mesurables. Et surtout, l'enjeu, c'est l'alignement entre les objectifs de l'entreprise et les objectifs individuels. Et collectif des équipes. Et des équipes. Et pour finir, peut-être l'acronyme le moins connu, les KPI. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et les définir, Camélia? Tout à fait. Alors, donc effectivement, ce matin, on a parlé d'impact sur la société. Là, je vais vous parler d'impact sur les comportements, puisque les KPI, donc les Key Behavior Indicators, ou indicateurs de comportement, essayent de mesurer l'évolution dans le temps des comportements des salariés dans l'environnement de l'entreprise. Alors, comme tu l'as dit, ça paraîtrait d'ailleurs un peu surprenant. C'est assez nouveau sur le marché. Comment fait-on pour mesurer des choses assez intangibles comme les comportements? On va voir tout à l'heure. Et ce que je voulais dire, donc c'est très complémentaire, par exemple, aux KPI qu'on connaît très bien. Donc Key Performance Indicators qui vont mesurer du coup les processus dans l'entreprise. Et après, je peux éventuellement développer pourquoi c'est intéressant de s'y intéresser de nos jours, peut-être. Allez, en quelques secondes. Alors, comme nous vivons dans un monde qui est très volatile, très incertain, notre capacité à atteindre les objectifs de nos entreprises passe par les compétences, effectivement les hard skills, mais de plus en plus par les soft skills. Donc, on est dans un pourcentage peut-être de 20-80 selon certaines études. Donc il est très important pour les entreprises de s'en rendre compte en quelle mesure elles créent vraiment l'environnement pour que leurs salariés évoluent, développent ces soft skills. Donc voilà, les KPI peuvent être une approche. Très bien, merci beaucoup. On peut quand même dire que la complémentarité des 3 approches, c'est une approche où on met en place des critères pour mesurer des politiques,
de l'extra-financier, de la performance, des comportements de type soft. Et cette mise en place d'indicateurs, c'est pour les monitorer en vue d'avoir une amélioration continue des pratiques des organisations. Donc, pour ça, sans doute qu'on a réuni les 3 termes dans cette conférence. Alors, Lydie, tu es un fonds à impact. Avant d'expliquer peut-être la différence entre ESG et impact, pourquoi, c'est une graduation. Mais quand tu vois un dossier, parce qu'il y a peut-être beaucoup de start-upers et d'entrepreneurs dans ton domaine, quelle importance tu attaches à l'extra-financier et aux questions d'ESG? Parce que parfois, c'est des petites organisations. En fait, donc nous, on est un fonds d'investissement. Donc, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est la performance. On va chercher à récupérer notre argent et qui plus est avec de la plus-value, de la rentabilité pour nous et nos investisseurs. Donc, il ne faut pas voir les 2 approches de manière décorrélée. Nous, notre discours, c'est qu'en fait, elles sont intrinsèquement corrélées. L'extra-financier va créer de la valeur et réciproquement. Et donc, une entreprise en particulier à impact a son activité qui est directement corrélée à l'impact. Plus je fais de l'impact, plus je vais construire une société qui est performante, qui est grosse et qui est durable. Donc je ne le vois pas vraiment, ces 2 approches qui ne sont pas du tout antinomiques. Et tu disais l'importance de la data, en effet, les 3 speakers, on parle de 2 sigles qui ont tous en commun la nécessité l'importance de la mesurabilité de cette performance qui est extra-financière. Donc en effet, il y a une gradation. Il y a d'abord l'ESG, donc qui est un peu le b.a.-ba de faut bien faire sur l'environnement, faut bien traiter ses salariés, faut intégrer des sujets de diversité, de culture d'entreprise, faut avoir une gouvernance avec de la diversité, avec laquelle on est aligné. Donc ça, je pense que ça concerne l'intégralité des sociétés. Ça nous permet, nous, d'avoir des indicateurs extra-financiers pour sélectionner, pour suivre et pour se fixer des bonnes pratiques ensemble. Et tu nous dis que, en fait, pour toi, l'extra-financier nourrit le financier, ou tu vas aller regarder à parité les critères de performance et les critères extra-financiers? Je vais regarder les 2 et les 2 sont absolument indispensables. De toute façon, s'il n'y a pas de financier, il n'y a rien du tout. Donc si une entreprise n'est pas performante, elle ne générera pas d'impact non plus. Mais moi, je suis convaincue que l'extra-financier est une condition nécessaire de réussite. Qui plus est sur l'impact, puisque je disais, moi, je suis investisseur à impact. Donc au-delà de ces critères ESG de bonnes pratiques internes, je vais rechercher des sociétés dont l'activité est directement corrélée à l'impact qu'on va avoir sur l'environnement ou sur la société. Il se trouve que moi, je travaille sur le domaine de l'éducation, donc c'est plutôt l'impact social. Donc il faut vraiment qu'il y ait une corrélation directe et il faut que cet impact soit quantifiable et mesurable. Donc ça, c'est ce qui fait de cette nouvelle classe d'investisseurs à impact, des animaux particuliers. On va chercher des sociétés dont l'objectif est de répondre aux ODD sur l'éducation, sur la baisse de la pauvreté, sur le logement, sur l'environnement. Et ça ne fait pas des entreprises moins performantes, au contraire. Paul, justement, toi, tu as un fonds à impact, puisque tu as eu plusieurs levées de fonds, dans une récente. Dans quelle mesure les ESG ont structuré ta préparation des dossiers et quel regard tu portes sur l'extra-financier en tant qu'entrepreneur? L'impact... pardon, c'est je pouvais répondre aussi, mais je vais... Tu compléteras juste après, du coup. Alors, Lydie n'est pas le fonds impact qui est chez moi, mais bon, on peut quand même répondre. Alors, effectivement, on a levé 23 millions d'euros en 2 ans à peu près. On a 4 fonds d'investissement, dont un qui est un fonds impact. Et ça a plusieurs éléments qui sont en fait, c'est très structurant. Premier sujet, c'est tout simple, c'est que ma rémunération est indexée aussi sur des critères extra-financiers. Et quand on dit ça, on peut se dire oui, mais est-ce que c'est d'avoir fait un bilan carbone? Oui, mais concrètement, dans notre secteur, ils nous disent ok, vous avez géré les compétences des entreprises, vous avez aidé des salariés à trouver leur voie. Concrètement, vous avez sauvé combien d'emplois? Au démarrage, on ne savait pas du tout faire le lien, on ne savait pas aller poser ces questions à nos clients. Et donc ça nous a juste poussé à nous assurer de l'impact final qu'on avait sur l'emploi, par exemple. Donc ça, c'est des éléments intéressants, c'est de nous pousser un peu dans nos retranchements là-dessus. L'autre point qui est, je pense, intéressant dans le fait d'avoir un fonds impact, c'est qu'on a 4 fonds d'investissement, dont un qui est impact, mais qui donne le ton pour les autres. C'est-à-dire que le fait qu'ils fixent les objectifs qui nous aident à nous pousser un peu dans nos retranchements, les autres adoptent dans la réalité les critères du fonds impact. Donc ça, c'est un point très important. Et donc effectivement, ta rémunération est liée à l'extra-financier. Nous, notre carry d'intérêt, c'est-à-dire notre incentive en tant que fonds, est lié à de la performance impact. Donc concrètement, il faut d'abord faire de la performance, mais ensuite, il faut aussi, et pour moi c'est directement corrélé, atteindre ces objectifs d'impact qui sont des sujets de réinsertion, de formation, d'employabilité ou autres.
Et en fait, ce que disait Paul sur sa gouvernance et la manière dont il discute avec ses investisseurs, pour moi, toutes ces choses-là, l'ESG, l'impact, ce qui est important, c'est le framework. Enfin, c'est vraiment d'établir un cadre avec des datas qui permettent d'instaurer entre les différentes parties prenantes, les entrepreneurs, les investisseurs et les LP, un cadre commun de discussion et qui fait qu'en fait, l'impact est partout. On le prend en compte dans tous ces process, on le prend en compte dans nos sélections d'investissement et c'est vraiment quelque chose qui est créateur de valeur pour tous. Camélia, toi aussi, Également, forcément, évidemment, Lydie le donc, disait. dans un grand groupe comme le nôtre qui transporte une énergie fossile, forcément, donc, nous sommes en train de complètement revoir notre modèle économique pour pouvoir accueillir dans nos infrastructures des énergies donc, de plus en plus vertes et de plus en plus décentralisées. Donc bien évidemment, l'ESG fait partie intégrante de notre quotidien. Donc dans notre rapport, on suit évidemment des indicateurs financiers et extra-financiers. On parle d'indicateurs environnementaux puisqu'on est en train de baisser notre empreinte carbone. Nous, c'est surtout les émissions de méthane. Donc on est déjà à moins 75% par rapport à 2016. On regarde des indicateurs sociétaux aussi. Comment les décideurs, est-ce que les décideurs voient GRTgaz comme un élément clé de la transition énergétique ou pas? Donc ça, c'est un indicateur sociétal. Ou alors sociaux, le taux de féminisation de le métier qui sont très techniques. Donc voilà, donc effectivement, on est également... Vas-y, Lydie. Et dernière chose, un sujet que j'aime bien sur l'impact, parce que ce qui est difficile, on dit quantification, etc., c'est assez difficile de mesurer l'impact. En fait, ce qui est difficile, c'est de déterminer des indicateurs communs à toutes les sociétés. Si on est dans le B2B, SaaS, on ne va pas faire le même impact que si on fait une plateforme B2C, etc. Donc il n'y a pas d'indicateur commun, c'est de personnaliser et on se met d'accord, entrepreneurs et investisseurs, sur c'est quoi mon objectif d'impact et comment je vais le suivre. Et il y a une initiative qui a été communiquée il y a quelques jours sur les licornes à impact, je ne sais pas si vous avez entendu. En fait, c'est une étude de BCG sur comment on fait pour traduire économiquement cet impact, parce qu'on permet aux gens de trouver un job, on permet de réduire les tonnes de CO2 émis, etc. Et tout ça a une translation économique, pas pour le fond, pas directement pour moi ou pour mes investisseurs, mais pour la société. Et donc une licorne, les licornes qu'on connaît, c'est des sociétés qui font 1 milliard de valorisation. Une licorne à impact, c'est une jeune société qui a fait économiser plus de 50 millions à la société. On va dire qu'on a gagné 50 millions d'EBITDA, et donc ça correspond à une valeur de 1 milliard, voilà, grosso modo, si on multiplie par 20. Donc il y a eu pas mal de sociétés là, qui sont rentrées dans cette catégorie de licorne ou de futures licornes à impact, et c'est assez nouveau, mais je trouve que c'est une tendance intéressante de pouvoir traduire économiquement le gain qu'on donne à la société grâce à ces innovations. Oui, très clair. Paul, mais Lydie, toi aussi, ça vous a amené de manière assez logique à aller chercher le label B Corp. Quel lien tu fais entre fonds à impact, critères ESG et puis cette envie à un moment de devenir B Corp? En fait, ce qui est intéressant, alors la norme B Corp, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'au démarrage, on a eu plein de labels, etc. Alors B Corp, c'est un autre niveau quand même, parce que déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça nous force à changer nos statuts et à embarquer tous nos investisseurs dans cette démarche. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième point, c'est que ça nous donne quand même un cadre de référence. C'est vrai que quand on crée sa boîte, on avance, il y a des choses, et en fait on découvre, il nous pousse dans nos retranchements en disant mais ça vous le faites pas bien. Et c'est intéressant, et du coup on progresse, on améliore, on itère jusqu'à obtenir cette certification. Donc pour nous c'est à la fois un élément de reconnaissance pour les équipes, qui sont aussi fiers de dire que ce qu'elles font est sanctionné par un label et après on adhère à une communauté. C'est aussi utile pour nos clients. On travaille en B2B avec des grands groupes Safran, BPCE, etc. C'est important parce que les entreprises ont besoin, je pense aujourd'hui on est sur des chaînes notamment la réglementation ESG demande de vérifier davantage les chaînes de sous-traitants. Et ça, c'est des gages de confiance importants pour nos clients. Pour résumer, donc ESG, c'est un moyen d'évaluer sa politique RSE en vue de l'améliorer. Mais la next step, c'est l'impact en intégrant aussi des externalités positives pour celles dont le business est compatible. Et il y a des approches plus structurantes comme le B Corp qui là va t'amener à repenser toute ton organisation et ton business model et même tes statuts. On va devoir enchaîner, Lydie, mais on va justement parler des KPI, Camélia. Donc est-ce que tu peux, tu l'as défini tout à l'heure, mais nous expliquer ce qui vous a amené chez GRTgaz à déployer cette approche, là aussi d'indicateurs et de mesures, mais concernant les critères comportementaux? Clairement. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc GRTgaz elle est en pleine transformation. Donc, c'est une société qui souhaite accélérer le développement des gaz renouvelables, qui se réinvente.
mais aussi qui a défini dans son projet d'entreprise l'envie de faire de la transformation culturelle des salariés. Autant les 2 premiers éléments, on sait un peu les mesurer, on sait comment ils évoluent, mais comment se rendre compte que les collaborateurs se transforment culturellement. Et donc c'est comme ça qu'il nous est venu l'idée à l'innovation, donc au sein de l'innovation, d'essayer de mesurer par l'équipe BI l'impact que pourraient avoir nos activités, nos programmes d'innovation sur la transfo culturelle des salariés. Donc voilà, donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a fait concrètement et pourquoi l'innovation aussi? Il faut dire que l'innovation a de nombreux challenges actuellement dans les entreprises parce qu'il faut démontrer la valeur ajoutée. Donc bien évidemment, on a des projets d'innovation où c'est assez évident d'identifier ce qu'ils apportent à l'entreprise. On va gagner de l'argent, on va faire gagner du temps, ou baisser les émissions. Par contre, tout ce qui est acculturation à l'innovation, c'est moins évident à identifier. Donc qu'est-ce qu'on appelle l'acculturation? Les différents formats d'inspiration externe ou interne, les méthodes d'entrepreneuriat qu'on enseigne à nos porteurs de projets, par exemple, ou encore les collaborations peuvent avoir nos chercheurs avec les startups de notre incubateur. Donc tout ce volet-là d'acculturation à l'innovation, on nous dit c'est très bien, ça nous apporte quelque chose, mais bon, en même temps, le COMEX nous dit concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? Et donc c'est comme ça avec notre partenaire Conseil et Recherche, qui est, je pense, présent dans la salle, on a essayé de mesurer, de rationaliser quelque chose qui est quand même peu rationalisable, comme les comportements. Très concrètement, la méthode, qu'est-ce que c'est? On a identifié plusieurs comportements, comme le fait de passer à l'action, le droit à l'erreur, par exemple, ou encore l'esprit entrepreneurial. Et on a défini un questionnaire pour essayer d'identifier 2 choses. Comment ces comportements sont perçus à l'heure actuelle dans l'entreprise, et deuxièmement, comment l'innovation les impacte. Voilà, et donc nous sommes en plein analyse des résultats. Je n'ai pas toutes les conclusions nécessaires. Il y a peut-être un scoop, non? Voilà, il y a peut-être un scoop. C'est de dire que réellement, on peut démontrer factuellement que l'innovation, c'est un levier de transformation culturelle, puisque ce qu'on a comme résultat, c'est qu'il y a près de 6 salariés sur 10 qui considèrent que réellement, le fait d'avoir bénéficié des programmes d'innovation les a vraiment fait évoluer. Et donc, ça les a transformés. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, on disait sur toutes les questions concernant les collaborateurs et les RH, c'est immatériel, on ne peut pas mesurer un être humain. Et ça bloquait très souvent la fonction RH en termes de légitimité dans les COMEX, les coups dire vous êtes une fonction de coût, c'est des charges, vous ne pouvez pas démontrer votre valeur. Et on voit avec les KBI ou les autres approches que finalement les RH, grâce aux data, en étant plus data-driven, arrivent à démontrer par un certain nombre de KPI leur impact et donc sans doute à revaloriser leur position au sein des organisations et comme des RH stratèges. D'ailleurs, c'est considéré comme une tendance vraiment RH forte, ce que tu évoques là. D'ailleurs, c'est Mathilde Lecos, présidente du Lab RH, qui l'a dit. C'est que c'est une vraie tendance forte, RH en 2024, le fait de mesurer, de démontrer la valeur de ces programmes RH, effectivement, pour essayer de les réorienter. J'imagine, Paul, et puis je vois que Lydie, que tu réagiras juste après, que toi qui es spécialiste du futur du travail, de l'impact du LIA sur les métiers, tu ne peux que te réjouir quand une organisation cherche à mesurer l'impact de ces programmes sur des soft skills, sur l'innovation, sur les comportements humains. Déjà, il y a un point important, c'est effectivement le poids des compétences comportementales. Ça fait des années qu'on parle des soft skills. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui a regardé comment les entreprises, et notamment je pense aux 500 plus grands groupes dans le monde, le Fortune 500, qui est scruté, comment est-ce que ces entreprises s'adaptent. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en 20 ans, il y a à peu près une boîte sur 2 qui a disparu ou qui est sortie de ce classement. Et en regardant ce qui a fait la différence entre l'une et l'autre, c'est effectivement la capacité pour elle à allouer la bonne compétence au bon endroit au bon moment. Donc à redéployer les gens quand le marché change. Et redéployer, ça s'appuie effectivement essentiellement sur les comportements, sur les soft skills, parce que ce sont les compétences les plus longues à acquérir, concrètement. Et ce qui est intéressant, et là peut-être pour un partage d'expérience, le levier pour développer les soft skills, il y en a un, c'est le feedback. C'est le seul moyen d'accélérer le développement de ces soft skills. Et ça, ce qui est intéressant, nous, quand on l'a mis en place, on a mis une politique assez drastique sur le feedback. C'est-à-dire, on peut recevoir du feedback n'importe où, n'importe quand, de n'importe qui. Ça peut être devant tout le monde en réunion. Il y a pas la première fois que moi, j'ai reçu du feedback, je me souviens très bien, j'étais sur une terrasse à notre bureau. Et on m'a dit, il y a quelqu'un collaborateur qui m'a dit, non, mais ce que tu fais là, c'est une connerie. Je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'on fasse ça. Alors là, réflexe immédiat.
Aïe, combat, quoi. blocage. Aïe, blocage. Bah là, on se sent en mode combat, quoi. Mince, il faut réagir. On souffle, on apprend, et en fait, c'est vrai qu'on progresse vachement plus vite. Donc ça, c'est un des moyens. Voilà. La soft skill, le poids des soft skills est surtout un des leviers pour accélérer l'acquisition. C'est quand même très corrélé aux questions de formation, développement des compétences, à l'éducation, Liti. Oui, parce que moi, je ne connaissais pas KBI, mais en effet, ça touche au sujet auquel on est concerné, parce que j'investis dans le futur de l'éducation et le futur du travail. Donc, juste 3 choses. Premièrement, l'importance des compétences. En fait, la moitié ou les 3/4 des compétences vont être sont transformées ou disparaissent. Donc, il y a un vrai enjeu de construire des organisations qui sont drivées par les compétences, et il y a une responsabilité de la part des entreprises d'investir sur ces compétences, et plutôt que de virer 1000 personnes d'un côté et d'en recruter 1000 de l'autre côté, ESG, d'ailleurs, eh bien, j'imagine. il faut absolument être capable d'identifier les bonnes compétences et de reformer les populations. Deuxièmement, l'adoption. Cette démarche, ça pousse en fait à faire adopter massivement les innovations en interne, et c'est un vrai sujet. Moi, quand j'investis dans des startups, dans des softwares, le sujet, c'est de pousser ensuite et de passer à l'action pour qu'il y ait un vrai outcome en fait de ces innovations. Et troisièmement, la mesurabilité. Et donc, voilà, il n'y aura pas de résultat s'il n'y a pas une possibilité de quantifier les actions qu'on mène pour transformer les entreprises au travers de ce sujet des compétences. Alors, on est dans un vrai marathon, mais il nous reste les OKR à aborder. Peut-être Paul, toi, ce qui est intéressant dans ton parcours, tu l'as dit, 23 millions d'euros levés en 2 ans, et le passage d'une organisation de quelques collaborateurs à des centaines. Je crois que c'est dans ce contexte-là que les OKR ont fait surface pour structurer un petit peu l'organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ? Bon, déjà, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est que quand on passe de quelques dizaines à plus de 100 personnes, on vit des crises. On vit pas mal de crises de croissance. Et notamment une crise, c'est la crise de l'alignement entre ce qu'on fait, nos objectifs, et la manière dont chacun comprend comment son équipe va y contribuer. Et ça, effectivement, quand on grandit, au démarrage, j'étais convaincu que c'était clair pour tout le monde. Voilà. Et sauf qu'en fait, maintenant, on a des équipes dans 5 pays différents, on a des clients dans 80 pays, donc la complexité est au carré. Effectivement, les OKR, ça nous a permis simplement de réaligner quelles sont nos priorités, donc de recentrer notre temps, nos objectifs, et de s'assurer qu'il y a un alignement total. Mais ça a permis aussi une chose, c'est que quand on grandit, souvent le fondateur peut devenir le facteur limitant de son entreprise, parce que le fondateur, il met le bazar dans sa boîte. Il a des idées, on a des idées tous les matins, on a des trucs. Et en fait, c'est aussi intéressant parce qu'avec les OKR, on a aussi des équipes qui peuvent me dire, non, c'est pas dans nos objectifs. Pourquoi ? Est-ce que on change d'orientation ? Non. Bon, alors on va pas le faire. Oui, effectivement, on a raison. Et donc, on concentre mieux notre énergie. Et on a fait 150% de croissance l'année dernière. Ça nécessite beaucoup de concentration si on ne veut pas exploser en vol. Et en même temps, j'imagine que tu ne vas pas tout rigidifier et que tu donnes la possibilité de bifurquer et de saisir des opportunités. Donc, comment tu articules OKR et puis agilité ? Alors déjà, c'est le rythme, donc c'est tous les trimestres, on va revoir, réaffiner les objectifs. Bien sûr, dans un trimestre, s'il y a un événement majeur qui intervient, on change, on se réaligne. On a vraiment mis cette cadence trimestrielle, ça c'est la première chose. La deuxième, alors ça c'est très concret, à un moment on s'est un peu perdu en essayant de faire des objectifs individuels de performance basés sur les OKR. Bon, erreur totale. Ça crée un flou pas possible. Donc en fait, on a distingué 2 choses. Le run, le continu, qui est piloté par des métriques que Lydie connaît très bien, l'ARR, le revenu, le chiffre d'affaires, des indicateurs business classiques. Et les OKR qui vont identifier où est-ce qu'on va mettre notre priorité. Est-ce que la priorité, c'est que nos utilisateurs sur notre plateforme soient plus satisfaits ? Est-ce que notre priorité, c'est de mieux se développer aux États-Unis, par exemple ? Et ça, ce sont nos objectifs. Et derrière, on traduit ça dans des key results. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on atteint le bon niveau de maturité, on arrive à la maille suivante, qui sont de définir des initiatives sous ces qui résultent. Et donc là, on a un alignement total et un focus. Et là, la boîte est inarrêtable. Oui, et puis j'imagine que ça contribue aussi au sentiment d'utilité du collaborateur. S'il arrive à rattacher son travail à l'un des objectifs, vous en avez combien ? Vous en avez 3, 4 OKR macro ? Alors, on s'est donné entre 3 et 5 maximum, pas plus que 5 par trimestre. Voilà. La réalité, c'est que quand c'est 5, c'est souvent qu'il y en a déjà 2 de trop. Donc, en fait, il faut qu'on soit plutôt à 3. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas l'apanage des startups. Vous aussi, vous avez expérimenté Tout à fait, on l'a expérimenté il y a quelques temps au sein de la DSI, et c'est intéressant parce que nous, on est dans une grande entreprise, on a beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'objectifs, etc. Donc pour nous, ce que ça nous a appris, effectivement, cette expérimentation au sein de la DSI, c'est 2 choses, c'est l'ambition et la simplification. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les
les objectifs devaient vraiment être ambitieux. Ce n'était pas grave si on n'atteint pas tous les jalons, donc vraiment ambitieux, aligné sur C'est la la stratégie. philosophie des OKR. Voilà. Sky is the limit pour te permettre d'aller Exactement. le plus loin Et possible. aussi la simplification, c'est-à-dire se limiter à quelques KR déclinés par entité et ne pas imaginer une tonne d'indicateurs sous-indicateurs. Donc vraiment ambition et simplification pour qu'effectivement les collaborateurs puissent s'y retrouver, que ça fasse du sens et puis pour que les KR fassent toujours le lien avec les objectifs, ils ne s'y perdent pas effectivement. Lydie, j'imagine que certaines de tes startups ont mis en place les OKR. Est-ce que c'est des choses que tu suis, t'encourages tes startups à y aller? En fait, tout ça, ça fait beaucoup de sigles et de normes, et à la limite, que ça, c'est pas le sujet, c'est de process en fait. Il y a eu en effet en 2020 et 2021 des montagnes d'argent levé, souvent très importantes au regard de la taille des sociétés. Et donc, il a fallu très très vite embaucher plein de personnes, vendre plein de produits, vendre du produit, du service, développer sa tech. Enfin, tout est parti de manière assez spectaculaire. Puis, une crise des financements en 2022-2023 et une nécessité de refocus sur l'efficacité. Et en fait, c'est voilà, la condition nécessaire pour ce focus sur l'efficacité, c'est de process, de mettre des datas, de suivre, et tout ça en lien avec l'objectif financier. Donc oui, j'incite très fortement les entreprises à mettre en place ce genre de méthode. Il nous reste 1 minute, donc peut-être un conseil, une bonne raison d'adopter les ESG, les OKR ou les KPI. Un dernier message que vous voulez passer à la salle. Non, mais je pense que juste la performance ne se mesure que pas uniquement par les bilans comptables. Et donc tout ça doit converger vers la création de valeur, que ce soit pour les salariés, enfin pour toutes les parties prenantes, pour les actionnaires, pour l'environnement, etc. Donc c'est une question de rigueur, de focus et voilà, de bien gérer sa société. Moi, je dirais la vraie richesse de l'entreprise, ce sont vraiment ses collaborateurs. Donc, je pense que c'est important de les accompagner dans leur transformation, dans le développement des soft skills et avoir les bons outils pour mesurer cette transformation et cette évolution. Et Paul, le mot de la fin? Le mot de la fin, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et je dirais même à l'inverse, le fait de ne simplement commencer par mesurer, on voit déjà les choses bouger. Voilà. Très bien, bah écoutez, un immense merci à tous les trois pour avoir relevé ce marathon de 3 sigles en 30 minutes. Et merci à toutes et à tous pour votre attention.